Je m'appelle Élise Lambert. J'ai 30 ans et j'ai longtemps cru que ma famille m'aimait pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais combler quand leur budget partait en fumée. Samedi dernier m'a prouvé à quel point j'avais tort. Je suis entrée chez mes parents en pensant que ce serait le dîner habituel du week-end, le genre où tout le monde prétend être proche parce qu'on est assis à la même table. Je fonctionnais encore sur les réserves après le mois que je venais de survivre au travail. Le genre de mois où votre téléphone devient une extension de votre main et où le sommeil ne vient que par fragments. C'était enfin terminé et pour une fois, quelque chose de bien en était ressorti, une prime de fin d'année assez conséquente pour avoir l'impression de reprendre mon souffle après une noyade. Je ne l'ai pas annoncé comme un trophée. Je l'ai mentionné comme on parle de la météo. Juste soulagé que la tempête soit passée. Mais à la seconde où les mots ont quitté ma bouche, j'ai vu les yeux de ma sœur s'aiguiser, comme si elle attendait qu'un chiffre apparaisse. Elle n'a pas demandé comment je tenais le coup. Elle n'a pas dit félicitations. Elle s'est penchée et a dit que je devrais lui en donner la moitié, pas prêter, pas aider, donner. Quand j'ai cligné des yeux comme si j'avais mal entendu, elle a ajouté la partie qui, selon elle, rendait sa demande intouchable. La partie qui était censée clore toute discussion avant même qu'elle ne commence, parce qu'elle avait des enfants. Pendant une seconde, j'ai vraiment ri parce que ça sonnait comme la chute d'une mauvaise blague. Tu plaisantes, j'espère ? Ai-je dit d'un ton léger, m'attendant à ce que quelqu'un rie avec moi, m'attendant à ce que mes parents la ramènent à la réalité. Au lieu de cela, la voix de ma mère est sortie, calme et posée, comme si elle lisait une règle que tout le monde connaissait sauf moi. La famille, ça s'entraide. Et mon père n'avait même pas l'air mal à l'aise. Il avait l'air agacé, comme si mon hésitation était le problème. Tu ne penses qu'à toi, a-t-il lancé sèchement. La pièce est devenue silencieuse de cette manière pesante, comme s'ils avaient déjà décidé quel genre de fille et de sœur j'étais si je ne cédais pas ce que j'avais gagné. J'ai senti mon visage devenir brûlant, non pas de honte, mais de lucidité. En une minute, j'étais passé de leur fierté à leur distributeur de billets. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas listé les nuits que j'avais passées éveillée, le stress, la pression, la façon dont j'avais tenu bon quand j'avais voulu tout laisser tomber. Je me suis juste levée, j'ai repoussé ma chaise et je suis partie. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, la demande, ou à quel point cela leur semblait normal. Mais je savais une chose en reprenant la voiture. S'ils pouvaient se retourner contre moi aussi vite pour de l'argent, alors je pouvais changer une chose tout aussi vite pour me protéger. Et quand j'ai fait ce geste discret plus tard dans la soirée, mon téléphone n'a pas tardé à se mettre à hurler. Si on vous a déjà culpabilisé pour vous faire payer les choix de quelqu'un d'autre, restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé ensuite est la raison exacte pour laquelle j'ai arrêté de supplier qu'on me comprenne et que j'ai commencé à fixer des règles qu'ils ne pouvaient pas enfreindre. Je n'ai même pas allumé la radio. Le trajet jusqu'à mon appartement me semblait déjà trop bruyant, comme si mes pensées prenaient toute la place dans la voiture. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon estomac se nouait par vagues lentes. Comme quand on réalise quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Il n'avait pas demandé si j'allais bien. Pas une seule fois. Pas après que j'ai passé des semaines collées à mon ordinateur portable. Fonctionnant au café froid et à l'adrénaline pour éviter qu'une catastrophe ne fasse les gros titres. Il se fichait que j'ai été si à bout que j'avais commencé à rêver en message d'erreur. La seule chose qui les avait illuminés, c'était l'idée de ma prime arrivant sur mon compte. Comme si mon dur labeur était un bon de réduction familiale qu'ils pouvaient encaisser quand bon leur semblait. Je me suis garée devant mon immeuble et je suis restée assise une minute à regarder mon reflet dans le pare-brise. J'avais l'air calme. Je ne me sentais pas calme. Je me sentais utilisée. Et pire, je me sentais familière avec ce sentiment. Comme si ce n'était pas nouveau, juste enfin évident. À la fac, quand je prenais des services supplémentaires et que je vivais de nouilles instantanées, je me disais que c'était temporaire. Quand j'ai commencé à gagner un salaire correct et que ma sœur a eu besoin d'aide, je me suis dit que c'était ce que faisait une bonne famille. Quand mes parents ont laissé entendre que j'étais la responsable, l'économe, celle qui pouvait gérer, je l'ai pris comme un compliment. Ce soir-là, j'ai compris que ça n'avait jamais été un compliment. C'était un rôle qu'ils m'avaient assigné parce que ça les arrangeait. Je suis montée,
j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon application bancaire avec le genre de concentration que je réservais habituellement aux urgences au travail. La prime était là, dormant sur mon compte courant comme une cible. Je pouvais presque entendre la voix de ma sœur dans ma tête, mi-suffisante, mi-désespérée, comptant déjà de l'argent qui n'était pas le sien. C'est là que j'ai pris la décision que j'aurais dû prendre des années plus tôt. Je n'ai pas seulement déplacé l'argent. J'ai changé tout le plateau de jeu. J'ai transféré l'intégralité de la prime sur un nouveau compte qui n'avait de lien avec personne d'autre que moi. Ensuite, j'ai mis à jour le virement automatique de mon salaire pour que mes futures paies atterrissent dans un endroit dont ma famille ne connaissait même pas l'existence. J'ai réinitialisé tous mes mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et supprimé tous les appareils de confiance qui n'étaient pas les miens. Puis je suis allé encore plus loin, car j'avais appris quelque chose dans mon métier, les gens qui pensent que tout leur est dû ne s'arrêtent pas à une simple demande. Ils passent à l'étape supérieure. J'ai donc activé des alertes renforcées auprès de ma banque pour toute opération suspecte, mis en place une surveillance de mon identité en ligne et activé des notifications en temps réel pour toute tentative d'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit à mon nom. Cela a pris moins de 20 minutes. Discret, propre, légal, le genre de manœuvre qui ne semble pas spectaculaire jusqu'à ce que quelqu'un essaie de forcer une porte et se rende compte qu'elle est verrouillée de l'intérieur. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais plus légère, comme si je venais de me libérer d'une étreinte dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je rinçais un verre dans l'évier quand mon téléphone a vibré. Un message, puis un autre, puis un appel manqué. L'écran n'arrêtait pas de s'allumer comme un signal d'alarme. Et quand j'ai vu le premier SMS de ma sœur, ma mâchoire s'est crispée, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais exactement ce qu'elle avait remarqué. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Le lendemain matin, mon téléphone ne se contentait plus de vibrer, il m'attaquait. C'était comme si tout le monde s'était réveillé avec la même mission et un script de groupe qu'ils avaient répété sans moi. Le premier message est arrivé tôt, avant même que j'aie fini de me brosser les dents. Une photo de mon neveu avec un sweat à capuche de l'école, souriant avec un trou là où une dent était tombée. En dessous, ma sœur a écrit « Ne sois pas comme ça. Les enfants ne méritent pas ça. » J'ai fixé l'écran et j'ai senti cette traction familière dans ma poitrine, celle qu'elle m'avait conditionnée à ressentir depuis des années. Regarde les enfants. Culpabilise. Règle le problème. J'ai posé le téléphone et j'ai continué à me préparer pour le travail. 2 minutes plus tard, une autre photo. Ma nièce a son cours de danse, un costume scintillant, ses petits bras étendus comme si elle volait. Tu vois ? A texté ma sœur. C'est ça que tu leur prends. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme une expiration brusque par le nez. Je ne prenais rien. Je refusais qu'on me prenne quelque chose. Les appels ont commencé après ça. Ma mère d'abord, voix douce comme si elle essayait la gentillesse comme on essaie une nouvelle robe. Ma chérie, a-t-elle dit dans un message vocal. Rappelle-moi. On peut en parler comme des adultes. On n'a pas besoin de rendre les choses difficiles. Je n'ai pas rappelé. Je suis allée sur mon ordinateur, j'ai ouvert mon agenda et je me suis forcée à retrouver le rythme normal d'un lundi. Mais je n'arrivais pas à oublier le mot difficile, car il signifiait toujours la même chose dans ma famille. Difficile voulait dire des limites. Difficile voulait dire non. Difficile voulait dire que je n'étais pas arrangeante. Vers midi, mon père a texté, pas de salutations, pas de questions, juste un ordre. Viens ce soir. On va régler ça. Comme je n'ai pas répondu, son message suivant a atterri plus durement, comme s'il avait pris personnellement le fait que mon silence ne lui obéisse pas. Tu te comportes comme une étrangère. Ta sœur a besoin de toi. J'ai gardé les mains sur le clavier et le visage neutre, comme je le faisais lors des réunions tendues au travail. Dans ma tête, je me répétais quelque chose que j'avais appris à la dure. Ne pas argumenter par écrit. Ne pas leur donner des mots qu'ils pourraient déformer. Ma sœur n'a pas arrêté. Le ton de ses messages changeait, comme si elle grimpait une échelle faite de culpabilité et de rage. Tu te crois meilleur que nous maintenant. Tu l'as toujours cru. Tu restes là, seul avec ton argent, à jouer les héroïnes.
Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, elle a visé la gorge. Maman a pleuré hier soir à cause de toi. Papa est tellement déçu. J'espère que tu es contente. J'ai regardé la bulle de frappe apparaître, disparaître, puis réapparaître, comme si elle faisait les 100 pas en écrivant. Finalement, une phrase est arrivée qui m'a glacé le sang. Je leur ai dit que tu avais volé la famille. Je connais des gens. Tu ne pourras pas te cacher derrière des mots de passe éternellement. Avant même que je puisse digérer ça, un message est apparu d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. C'est vrai que tu refuses d'aider ta sœur? Puis un autre d'un cousin. C'est froid, Élise. Il y a des enfants en jeu. L'histoire se propageait déjà, mais je voyais bien que ce n'était pas mon histoire. C'était la sienne. Dans sa version, je n'étais pas une personne qui travaillait d'arrache-pied. J'étais une méchante qui accumulait de l'argent pendant que des enfants souffraient. J'ai fermé les messages et je suis retournée travailler. Mais cette fois, j'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran, messages vocaux sauvegardés, heure et date. Non pas par mesquinerie, mais parce que quelque chose dans le dernier SMS de ma sœur ressemblait à un avertissement, pas à une insulte. Tard ce soir-là, alors que le ciel derrière ma fenêtre était devenu de ce gris plat et que mon appartement était redevenu silencieux, une notification de mon application de surveillance de crédit a flashé sur mon écran. Alerte de fraude potentielle. Tentative de souscription de crédit détectée. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il est devenu froid et tranchant, comme une lame qui se met en place. Quelqu'un venait d'essayer d'ouvrir quelque chose à mon nom, et parce que j'avais pris mes précautions, la tentative avait échoué. J'ai fixé l'alerte, puis le message précédent de ma sœur. Tu ne pourras pas te cacher derrière des mots de passe éternellement. C'est là que j'ai compris. Elle n'était pas seulement en colère, elle était prête à prendre. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que je paniquais, mais parce que mon cerveau était resté dans ce mode d'hypervigilance dans lequel j'avais vécu pendant des semaines au travail. Celui qui passe en revue les scénarios comme une checklist. Si quelqu'un avait tenté une demande de crédit à mon nom, ce n'était pas un malentendu. C'était une intention. Et une intention signifiait une escalade. Le mercredi, les SMS étaient devenus du bruit. Un flot constant d'indignation provenant de numéros que je bloquais et de nouveaux qui apparaissaient comme de la mauvaise herbe. J'ai maintenu mes routines malgré tout, travail, salle de sport, course. La partie calme de moi voulait croire que ça s'éteindrait. La partie réaliste savait que ma sœur ne s'éteignait pas. Elle brûlait tout jusqu'à ce que quelqu'un lui donne ce qu'elle voulait. Vers 20h ce soir-là, j'étais en train de réchauffer des restes quand je l'ai entendu. Un coup sec. Pas le genre poli d'un voisin, mais le genre qui dit « Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas répondu ». Puis un autre. Puis le bruit de quelqu'un secouant la poignée comme s'il avait le droit de la tester. Je ne me suis pas précipitée vers la porte. J'ai d'abord regardé par le Judas. Bien sûr, c'était elle, les cheveux tirés en arrière, la mâchoire serrée, le même visage qu'elle arborait lorsqu'elle m'avait acculé lors des réunions de famille pour me parler en privé. Elle a frappé à nouveau, plus fort, comme si le volume pouvait forcer l'obéissance. J'ai ouvert la porte juste assez pour garder la chaîne de sécurité. Ses yeux se sont fixés sur l'ouverture et elle est allée droit au but. Pas de bonjour, pas d'hésitation. Comme si nous étions au milieu d'une conversation dont elle avait déjà décidé de la fin. Tu te crois maligne? A-t-elle sifflé. Tu as déplacé l'argent. Tu as coupé les ponts avec maman. Tu nous as embarrassés. J'ai gardé la voix basse. Tu n'as pas à exiger la moitié de ma prime. Elle n'est pas à toi. Son rire fut sec et laid. Tu ne comprends pas, Élise. J'ai des enfants. Tu es censée aider. Tu vis seule. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte de les nourrir, de les garder à l'école, de leur payer des activités. Sa voix montait à chaque mot, et je pouvais imaginer mes voisins de l'autre côté des murs en train d'écouter. Je pouvais aussi imaginer comment elle utiliserait ça plus tard. Vous voyez, elle laisse des étrangers entendre ça, mais elle n'aide pas sa propre famille. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai dit, tu as fait des choix.
Je ne suis pas ton plan de secours. Son visage s'est tordu comme si je l'avais giflé. Plan de secours. Elle s'est approchée, poussant contre la chaîne. Ne me parle pas comme si tu étais une victime. Tu te crois meilleur parce que tu as un boulot chic et une prime. Tu penses que tu peux t'asseoir sur ton argent pendant que mes enfants manquent de tout? Mon estomac s'est noué. Pas à cause des mots, mais de la manipulation derrière eux. Elle réécrivait la réalité en temps réel. Les enfants ne manquaient de rien. Elle ne mourrait pas de faim. Elle voulait le contrôle. Elle voulait que mon argent lui appartienne. J'ai dit, je ne discuterai pas de ça sur mon paillasson. Ses yeux ont balayé mon appartement à travers la fente, comme si elle faisait l'inventaire. Ça doit être agréable, a-t-elle ricané. Un petit endroit tranquille, propre. Personne ne dépend de toi, personne ne t'aime assez pour avoir besoin de toi. Celui-là a touché là où elle le voulait, car elle connaissait mon point sensible. Elle savait que j'avais passé des années à être la personne fiable parce que se sentir utile était la preuve que je comptais. J'ai soutenu son regard quand même. Aimer quelqu'un ne veut pas dire l'épuiser financièrement. Sa bouche s'est ouverte et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait enfin dire quelque chose de sincère. Au lieu de cela, elle est devenue plus froide. Très bien. Si tu comptes agir comme ça, ne sois pas surprise quand les gens découvriront qui tu es vraiment. J'ai ravalé l'envie de discuter. C'est ce qu'elle voulait, une dispute qu'elle pourrait mettre en scène. J'ai dit, par maintenant. Elle n'a pas bougé. Elle s'est penchée et a baissé la voix comme si elle partageait un secret. Tu as tout verrouillé, n'est-ce pas? La façon dont elle l'a dit n'était pas une question, c'était une confirmation. Mon pouls a battu une fois, fort. J'ai gardé mon visage impassible. Elle a souri, et ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de réaliser que la porte qu'il a essayée était fermée à clé et qui cherche maintenant une fenêtre. Tu crois que tu peux m'arrêter? A-t-elle chuchoté. On n'arrête pas la famille. Puis elle s'est redressée, soudainement à nouveau bruyante, s'assurant que le couloir pouvait entendre. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur me ferait ça. Mes enfants s'en souviendront, Élise. Elle a levé les mains en l'air comme si elle était sur scène. J'ai attendu que ces mots s'épuisent. Puis j'ai décroché la chaîne, non pas pour la laisser entrer, mais pour fermer complètement la porte et la reverrouiller avec un clic ferme qui sonnait comme un point final. À travers le bois, je l'ai entendu frapper une fois, comme une dernière insulte. Puis ses pas se sont éloignés en trombe. Je suis restée là quelques secondes, à écouter ma propre respiration, régulière et contrôlée. Puis je suis retournée dans ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le rapport d'alerte à la fraude parce qu'après ce qu'elle venait de dire, je ne faisais plus de suppositions. Je me préparais. Le jeudi matin, j'avais un numéro de dossier et une trace écrite. Je n'ai rien fait de spectaculaire. Je n'ai pas appelé mes parents en hurlant. Je n'ai pas dénoncé ma sœur sur les réseaux sociaux. J'ai géré la situation de la même manière que je gérais les failles de sécurité au travail. Calmement et méthodiquement. J'ai appelé le service de lutte contre la fraude, j'ai confirmé la tentative de demande de crédit et j'ai demandé tous les détails, heure, prêteur, lieu. Ensuite, j'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité et j'ai sauvegardé des copies de tout dans un dossier daté. J'ai également activé des alertes supplémentaires pour que, si quelqu'un réessayait, je le sache en quelques secondes. C'était presque ennuyeux de simplicité, et c'est ce qui rendait la chose satisfaisante. Ma sœur avait toujours compté sur le chaos. J'utilisais la structure. Une fois les bases sécurisées, j'ai envoyé un email à mes parents, 3 phrases, sans émotion, sans supplication. J'ai dit qu'il y avait eu une tentative frauduleuse d'ouverture de crédit à mon nom. Que je l'avais signalé. Et qu'à partir de maintenant, je ne communiquerai que par email. C'est tout. Je n'ai accusé personne. Je n'en avais pas besoin. Moins d'1 heure plus tard, ma mère a appelé quand même si j'avais clairement posé la limite. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie. Sa voix était tendue, comme si elle essayait de paraître calme tout en retenant la panique. Élise, s'il te plaît, rappelle-moi.
Il faut qu'on parle. Ça va trop loin. Ta sœur est au plus mal. Ton père est furieux. Puis mon père a texté, et ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'irritation. La façon dont quelqu'un texte quand vous lui avez rendu la vie compliquée. Qu'est-ce que tu leur as dit? Règle ça. J'ai fixé ce mot pendant une longue seconde. Règle ça. Comme si j'avais provoqué la tentative de fraude en ne donnant pas l'argent. Comme si le vrai problème n'était pas ce que quelqu'un avait essayé de me faire. Mais le fait que je refusais de maintenir le confort de tout le monde. Alors que je décidais encore de répondre ou non, le message de ma sœur est arrivé d'un nouveau numéro. Tu as vraiment porté plainte. Tu essaies de me ruiner? Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai enregistrée. 10 minutes plus tard, un autre message d'elle. Plus long, frénétique, plein d'une rage déguisée en peur. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Si ça apparaît dans mon dossier, je suis fini. Mes enfants sont finis. Tu es malade. Le mot malade m'a fait serrer les dents parce que c'était son schéma. Elle faisait quelque chose de cruel, puis se positionnait en victime dès que les conséquences apparaissaient. J'ai laissé les messages non lus et je suis allée en réunion. En sortant, j'avais un appel manqué d'un numéro inconnu et un message vocal d'un homme que je ne reconnaissais pas. Salut, c'est Julien. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi. Mon estomac s'est noué parce que je savais qui c'était. Le mari de ma sœur. Il avait toujours été poli lors des fêtes de famille, silencieux, le genre de type qui souriait et la laissait parler. S'il m'appelait directement, c'est que quelque chose avait changé. Je l'ai rappelé, non pas parce que je voulais être entraînée dans leur mariage, mais parce que je voulais une chose, la vérité enregistrée. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix basse et tendue. Élise, désolée de te déranger. C'est juste que... J'ai trouvé des trucs. Il a fait une pause comme si les mots lui faisaient mal à la gorge. Des avis de carte de crédit, des lettres de retard de paiement, un dossier qu'elle cachait dans le garage. Et puis hier soir, elle était au téléphone avec ta mère en disant qu'elle avait besoin de ta prime ou tout allait s'effondrer. Il a expiré bruyamment. Je lui ai demandé si elle avait essayé d'utiliser tes informations, et au début, elle n'a pas nié. Puis elle s'est mise à hurler que tu lui devais ça parce que tu n'as pas d'enfant. Il avait l'air à la fois gêné et en colère. Je ne savais pas que c'était si grave. Je n'appelle pas pour te demander de l'argent. J'appelle parce qu'elle est en train de perdre pied et que tes parents l'aident à te rejeter la faute. J'ai fermé les yeux une seconde. Pas pour pleurer, mais pour me recentrer. Donc, c'était vrai. Elle avait essayé. Et mes parents n'étaient pas horrifiés. Ils géraient les retombées. La voix de Julien s'est adoucie. Elle est chez tes parents en ce moment. Ta mère dit que tu peux encore arrêter tout ça si tu fais ce qu'il faut. J'ai failli rire, mais c'est sorti d'un ton plat. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'était toujours ce qui maintenait ma sœur dans son confort et évitait à mes parents d'admettre qu'ils avaient élevé quelqu'un qui volerait sa propre sœur. J'ai dit, Julien, je suis désolée que tu aies à gérer ça, mais je ne retire pas ma plainte. Je ne paierai pas pour couvrir ses choix. Il y a eu un temps de silence, puis il a dit doucement, je comprends. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas folle. Tu n'imagines rien. Cette simple phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle excuse, car elle confirmait ce que je ressentais depuis des années. Ce n'était jamais dans ma tête. Quand nous avons raccroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le mur un instant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère, non pas un appel, mais un SMS, comme si elle savait qu'un écrit pouvait la piéger. Ma chérie, s'il te plaît, pense aux enfants. Ta sœur est désespérée. Tu peux encore faire disparaître tout ça. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé doucement le téléphone. Il ne me demandait pas si j'allais bien. Il me demandait d'effacer les conséquences. Et c'est là que la colère que j'avais contenue s'est finalement transformée en quelque chose de net et de concentré. S'ils voulaient que je fasse disparaître le problème, ils allaient apprendre ce qui se passe quand la seule personne qui a toujours tout arrangé arrête de le faire.
Je n'ai pas répondu à ma mère. Je n'ai pas répondu à mon père non plus. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé leur malaise reposer exactement là où il devait être, de leur côté de la ligne. Au lieu de réagir, j'ai planifié. Silencieusement, soigneusement, comme quelqu'un qui a enfin compris le schéma et a décidé de le briser pour de bon. Ce week-end-là, j'ai rencontré le gestionnaire de mon immeuble et je me suis renseigné sur la possibilité de résilier mon bail plus tôt. J'ai contacté mon directeur au travail et j'ai confirmé ce que je savais déjà, mon poste était entièrement en télétravail tant que je restais disponible pour les astreintes. J'habitais à Paris parce que c'était pratique, pas parce que c'était chez moi. Et après la façon dont ma famille m'avait parlé, j'ai réalisé que je ne voulais même plus être assez proche pour qu'il puisse à nouveau se présenter à ma porte. Alors, j'ai choisi un endroit qui ressemblait à un nouveau départ. Annecy. Assez grand pour une nouvelle vie. Assez loin pour que les visites surprises ne soient pas anodines. En 2 semaines, j'avais une date de déménagement, une nouvelle adresse et une nouvelle routine qui n'incluait pas de me crisper à chaque fois que mon téléphone s'allumait. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne l'ai pas posté. J'ai prévenu une seule personne dans la famille, et ce n'était pas mes parents. C'était mon cousin Antoine, parce qu'il avait été le seul à m'envoyer un message sans arrière-pensée. Il n'avait pas dit « tu devrais aider ». Il n'avait pas dit « mais c'est la famille ». Il avait juste dit « je suis désolé. Je te crois. Sois prudente ». Il m'a aidé à faire suivre mon courrier discrètement et m'a prévenu que ma mère appelait des proches, essayant de construire une histoire où j'étais la méchante et ma sœur la sainte en difficulté. Antoine m'a dit autre chose aussi. Quelque chose qui m'a rendue à la fois malade et étrangement soulagée. Ta sœur dit à tout le monde que tu es instable, a-t-il dit. Elle dit que ton travail t'a changé et que tu es puni parce que tu es cupide. Il retourne complètement la situation. Je le savais déjà. Je ne réalisais juste pas jusqu'où ils iraient pour protéger la version de la réalité où ils avaient raison. À Annecy, ma vie est devenue plus calme, de la meilleure des manières. J'ai trouvé un petit appartement près du lac, le genre d'endroit où les matins vous appartiennent. J'ai rejoint un club de course à pied qui se retrouvait dans un café tous les samedis. Et là-bas, personne ne se souciait de ce que ma famille pensait de moi. Personne n'essayait de négocier mon salaire. La première fois que j'ai dit à quelqu'un que j'avais eu un mois difficile au travail, on ne m'a pas dit « Alors, qu'est-ce que tu en as tiré ?» On m'a dit « Est-ce que ça va ?» Cette différence était comme la lumière du soleil après avoir vécu sous des néons pendant des années. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Léo. Il n'était pas spectaculaire. Il n'était pas insistant. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il m'a posé des questions sur ma famille, c'était avec curiosité, pas avec un sentiment de dû. Quand je lui ai raconté la version courte, il n'a pas tressailli ni essayé de réparer les choses. Il a juste dit « ça a l'air épuisant. Je suis content que tu aies réussi à t'en sortir. » Pendant ce temps, au loin, les conséquences continuaient de s'accumuler, et cette fois, je n'étais pas là pour amortir la chute. Antoine me tenait au courant quand les choses devenaient si bruyantes que toute la famille ne pouvait plus faire semblant. Chloé a dû vendre son SUV, m'a-t-il dit. Elle a des retards sur ses cartes de crédit et il menace de la mettre en recouvrement. Julien a déménagé. Il a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec les mensonges et les crises constantes. Tes parents sont furieux, mais pas contre elle, contre toi, parce que tu ne paies pas pour que tout se calme. J'aurais dû être choquée, mais je ne l'étais pas. C'était toujours leur logique. Quiconque refusait de porter le fardeau devenait le problème. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée à ma nouvelle adresse. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de mon père instantanément. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai tenue dans ma main, sentant le poids de toutes les fois où j'avais plié pour maintenir la paix. Quand je l'ai finalement ouverte, les mots étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une exigence déguisée en déception. Tu as détruit cette famille. Reviens à la maison. Répare ce que tu as commencé. J'ai fixé la page jusqu'à ce que l'encre se brouille légèrement. Puis je l'ai repliée et je l'ai placée dans un tiroir avec le reste de ma documentation.
Non pas parce que je la gardais comme un souvenir, mais parce que j'en avais fini de prétendre que cela n'était jamais arrivé. 2 soirs plus tard, un email est arrivé d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Mais le style d'écriture l'a trahi avant même que je ne voie le nom en bas. Élise, je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées. J'étais stressée. Je ne le pensais pas. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour me remettre sur pied. S'il te plaît, juste cette fois. Ma poitrine s'est serrée parce que même dans ses excuses, elle tendait la main vers mon portefeuille. Elle n'avait pas changé. Elle était juste à court d'options. J'ai tapé 3 lignes et je me suis arrêtée avant de me surjustifier, car c'est ainsi qu'ils vous ramenaient dans leur filet. Je suis restée simple. J'espère que tu trouveras le soutien dont tu as besoin. Je ne te donnerai pas d'argent. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué l'adresse et je suis allée courir, laissant l'air froid brûler les dernières bribes de l'ancienne culpabilité de mes poumons. Pendant un certain temps, j'ai eu l'impression que la tempête était enfin derrière moi. Et puis, un après-midi tranquille, alors que je commençais à croire que la distance avait fonctionné, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas un voisin, pas un livreur, un coup qui portait l'arrogance à travers le bois. Mon estomac s'est noué en regardant par le Judas et en voyant 2 silhouettes familières de l'autre côté. Mes parents m'avaient retrouvée. Je n'ai pas ouvert la porte. Pas tout de suite. Je suis restée là, la main sur la poignée, écoutant la voix de ma mère s'infiltrer dans le couloir comme si elle était déjà à l'intérieur. Comme si la distance ne signifiait rien. Ma chérie, on sait que tu es là. On veut juste parler. Mon père a ajouté, plus fort, comme si le volume était une autorité, arrête tes enfantillages. Ouvre la porte. L'ancienne version de moi aurait obéi par instinct, juste pour arrêter la scène, juste pour maintenir la paix. Mais la paix dans ma famille avait toujours signifié la capitulation. J'ai pris une lente inspiration, j'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la porte seulement à moitié, gardant mon corps dans l'encadrement comme une barrière. Je ne les ai pas invités à entrer. Les yeux de ma mère ont balayé mon appartement au-delà de moi, comme si elle inspectait ce que j'avais construit sans eux. Elle a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Te voilà. Tu nous as fait peur. Mon père n'a pas pris la peine de sourire. Il avait l'air fatigué et en colère, comme il l'était quand quelqu'un ne rentrait pas dans le rang. Tu as mis le désordre, a-t-il dit. Tu dois rentrer à la maison et régler ça. J'ai hoché la tête une fois, calmement. Je ne rentrerai pas à la maison. Le visage de ma mère s'est crispé. Élise, ça a assez duré. Ta sœur souffre. Les enfants souffrent. Tu pourrais mettre fin à tout ça en un jour si tu le voulais. Cette phrase familière encore, comme si mon argent était une gomme magique. J'ai dit, vous me demandez d'effacer les conséquences, pas d'aider quelqu'un à changer. La mâchoire de mon père s'est contractée. Ne nous parle pas comme si nous étions des étrangers. Nous sommes tes parents. Tu nous dois le respect. J'ai soutenu son regard. Le respect, ce n'est pas la même chose que l'obéissance. La voix de ma mère est devenue douce, presque suppliante. Ma chérie, tu es têtue. Les familles se disputent. Mais on pardonne. On passe à autre chose. Donne-lui juste un petit quelque chose pour qu'elle puisse respirer. Ensuite, on pourra tous redevenir normaux. Normaux. Le mot a frappé comme un piège. Leur normalité, c'était moi qui payais, ma sœur qui prenait, et tout le monde qui agissait comme si c'était de l'amour. J'ai secoué la tête. Non. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Alors, tu vas vraiment la punir? Punir ta propre sœur. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne la punis pas. Je refuse d'être puni pour ses choix. Mon père s'est approché, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait essayer de me bousculer. Tu es égoïste, a-t-il dit, la voix tranchante. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. J'ai laissé le silence s'installer un instant, puis j'ai répondu de la voix la plus neutre possible. Vous m'avez élevé pour que je travaille dur et que je sois responsable. C'est ce que j'ai fait. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je sois responsable avec vous.
La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée, comme si elle ne trouvait pas le moyen de contester cela sans admettre la vérité. Alors, elle a utilisé la seule arme qui lui restait. Elle a dit, si tu ne règles pas ça, tu perdras cette famille. J'ai de nouveau hoché la tête, stable. Si la seule façon de garder cette famille est de payer pour être aimé, alors je l'ai déjà perdue il y a bien longtemps. Le visage de mon père s'est tordu comme s'il voulait crier, mais il ne l'a pas fait. Il a juste regardé au-delà de moi et a dit, « Très bien. Ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de nous. » J'ai failli sourire parce que c'était la plus vieille menace du monde. L'idée qu'ils étaient mon filet de sécurité alors que j'avais été le leur pendant des années. J'ai dit doucement, je ne vous demande rien, et je ne vous donnerai rien non plus. Ni argent, ni accès, ni contrôle. Les yeux de ma mère se sont embués, mais même là, cela semblait mis en scène, comme une performance qu'elle avait perfectionnée. Elle a murmuré, « Tu as changé. » J'ai répondu, « Oui, enfin. » J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai appuyé mon front contre elle une seconde. Non pas parce que je craquais, mais parce que je laissais le dernier chapitre se terminer. Les mois suivants furent calmes, et ce calme ressemblait à une guérison. Antoine m'a dit que ma sœur avait emménagé de nouveau chez mes parents après que Julien eut demandé la séparation. Elle avait pris des services à temps partiel dans un café, pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas se défiler pour payer ses factures. Mes parents étaient épuisés, mais ils me rejetaient toujours la faute dès que la maison devenait tendue, car blâmer était plus facile que d'admettre qu'ils l'avaient encouragée. Je ne me suis pas réjouie de leurs difficultés, mais je ne les ai pas non plus sauvés. C'était la limite. Puis, un samedi matin au supermarché, j'ai vu Chloé dans le rayon des surgelés. Pendant une seconde, je l'ai à peine reconnue. Pas de coiffure parfaite, pas de sac de créateur, pas de confiance bruyante, juste une femme fatiguée dans un sweatshirt banal, scrutant les prix comme si chaque chiffre comptait. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, son visage est devenu vide, puis a vacillé avec quelque chose que je n'avais pas vu chez elle depuis des années. La honte. Elle a dégluti et a prononcé mon nom comme si ça lui faisait mal. Élise. Je n'ai pas bougé vers elle. Je ne me suis pas éloignée. Je suis juste restée là, calme. Elle a hoché la tête une fois, un petit signe. Je suis désolée. Pas désolée que tu te sois fâchée. Pas désolée que tu l'aies mal pris. Juste désolée. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas accompagné d'une histoire sur les enfants. Et pour la première fois, j'ai cru qu'elle le pensait, même si elle ne savait pas encore quoi en faire. J'ai dit, d'accord. C'était tout ce que je pouvais lui donner à ce moment-là. Elle a hésité, puis a demandé doucement, « Tu veux qu'on aille prendre un café un de ces jours ? Juste pour parler. Pas d'argent. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la question en suspens parce que j'avais gagné le droit de choisir le rythme de ma propre vie. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait et a poussé son caddie. Plus tard dans la journée, elle a envoyé un message par l'intermédiaire d'Antoine. Pas directement, juste une simple phrase. Si jamais tu te sens prête, je serai là. Je l'ai fixé pendant un long moment et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais la liberté. Parce que le but de tout ça n'a jamais été de détruire ma sœur. C'était d'arrêter de me détruire moi-même. J'ai appris que fixer des limites ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Ça vous met en sécurité. Que l'aide n'est pas de l'amour quand elle est exigée. Et que la culpabilité n'est pas de la gratitude déguisée. Une vraie famille ne vous punit pas pour avoir dit non, et le véritable amour ne vous demande pas de vous effacer pour que quelqu'un d'autre reste dans son confort. Je peux souhaiter à ma sœur de grandir sans lui redonner les clés de ma vie. Je peux l'aimer à distance tout en protégeant ce que j'ai construit. Et si elle change vraiment, la porte n'est pas verrouillée pour toujours. Elle est juste verrouillée à la version d'elle qui pensait que ma réussite lui appartenait. Chez Revenge Mangan, notre équipe se consacre à la création de scénarios pertinents et engageants qui inspirent la réflexion et le développement personnel. Toutes les histoires partagées sur cette chaîne sont purement fictives et conçues pour transmettre des leçons positives et une valeur éducative aux spectateurs.
Ce scénario souligne l'importance d'établir des limites saines, même au sein des relations familiales, et montre que le respect de soi n'est pas de l'égoïsme. Il encourage les spectateurs à réfléchir de manière critique à la manipulation, à la responsabilité et à la prise de conscience personnelle. En fin de compte, l'histoire enseigne que le véritable soutien familial est fondé sur le respect, et non sur l'obligation.